Madeleine et Sébastien, chers collègues, bonsoir. Bonsoir. Une semaine politique sous le signe de la vaccination. Le fait saillant de la journée, AstraZeneca et l'approbation de Santé Canada pour cet autre vaccin qui s'ajoute à l'arsenal. On va en jaser, mais juste avant ce tour d'horizon, via un tableau, je trouve très important. Ça nous donne une idée de ce qui nous attend, nous étant l'ensemble de la population canadienne, mars, juin, septembre. Voyez comment augmente de fois en fois, selon ces jalons, la quantité de doses de vaccins disponibles. Et on parle juste ici des vaccins Moderna, Pfizer et AstraZeneca. Voyez comment, soudainement, cette semaine, le portrait semble changer. Madeleine, parlons de ce qui a été annoncé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Bien, on a un nouvel outil dans l'arsenal du gouvernement, c'est le vaccin d'AstraZeneca. Donc, c'est le 3e vaccin qui est approuvé. On avait déjà ceux de Pfizer et de Moderna. Celui d'AstraZeneca, il faut le dire, il est moins efficace que celui de Pfizer ou que celui de Moderna. Celui d'AstraZeneca, donc le nouveau vaccin approuvé, est efficace à 62 selon les données disponibles. Mais ce que nous ont répété les experts de Santé Canada aujourd'hui, c'est que 62 c'est mieux que rien. Et aussi que dans les essais cliniques, il n'y a eu aucune hospitalisation, aucun décès parmi les personnes qui avaient reçu les doses d'AstraZeneca. Donc, là aussi, c'est une nette amélioration par rapport à aucun vaccin. Donc là, et ce qu'on a appris aussi du gouvernement Trudeau aujourd'hui, c'est qu'on a un contrat de 20 millions de doses avec AstraZeneca, mais qu'il y a un demi-million de ces doses-là, en fait, ce sont des doses supplémentaires, là, mais pour simplifier les choses, un demi-million de doses qui vont arriver d'ici la fin mars. Donc, on sait qu'au début, là, quand les doses arrivent pas nécessairement par grande cargaison, chaque dose est comptée là, parce que ce sont aussi les populations vulnérables qui sont vaccinées en premier. Donc, ces doses-là comptent et on en aura un demi-million de doses supplémentaires d'ici la fin mars. Et vous savez, Alexis, le fait que AstraZeneca soit, selon les premières études, moins efficace que les deux autres vaccins, ça a suscité des questions. On a reçu des questions aujourd'hui. Les gens se demandaient, est-ce qu'on peut choisir notre vaccin quand on va se faire vacciner? Très bonne question. Comme sur un menu de restaurant, là, je préfère le Pfizer, tiens, à 92 plutôt que le AstraZeneca à 62 Ben non. En tout cas, au Québec, vous n'avez pas le droit de choisir le vaccin qu'on vous injecte. Par contre, une fois qu'on vous l'injecte, vous pouvez demander c'est quel vaccin qu'on m'a injecté. Donc, vous pouvez savoir quel vaccin a été injecté, mais vous ne pouvez pas le choisir. Et là, la semaine prochaine, il y a peut-être d'autres approbations qui vont suivre, là. Il y a 2 autres vaccins qui sont à l'étude en ce moment, ceux de Johnson & Johnson et de Novavax. Ce que nous ont dit aujourd'hui les experts de Santé Canada, c'est qu'on va voir probablement un calendrier d'approbation qui ressemble à ceux de nos alliés. Donc, si aux États-Unis, on a une approbation, par exemple, de Johnson & Johnson, il faut s'attendre à ce qu'à peu près en même temps, le vaccin soit aussi approuvé au Canada. Donc, pour ce qui est d'AstraZeneca, je vous dirais qu'on a entendu des jours et des jours. Moi, chaque jour, je demandais à mes contacts au gouvernement, est-ce que c'est aujourd'hui? Parce qu'on nous avait laissé entendre que c'était une question de jours, mais il y a de cela des semaines. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le gros de l'acheminement des vaccins d'AstraZeneca, c'est dans le 2e trimestre. Donc, à partir du mois d'avril. Donc, il y a probablement moins d'urgence, d'une part. Et aussi, c'est que l'approbation devenait un peu plus compliquée à étudier parce qu'on avait non seulement les essais cliniques, mais il y a ailleurs, en Europe, entre autres, des gens qui se sont véritablement fait vacciner dans des opérations de vaccination de masse. Donc, il fallait étudier aussi ces données-là avant d'approuver le vaccin ici. Oui, c'est un processus qui est long, qui est délicat, mais qui est essentiel. Et Sébastien, parlons de l'aspect politique des choses, parce qu'au-delà de la dimension sanitaire, il y a un soulagement qu'on peut présumer en ce moment dans l'esprit de certaines personnes au gouvernement Trudeau. Au gouvernement Trudeau, certainement, parce que le job de Justin Trudeau, c'est d'amener des vaccins. Puis il y a eu 2-3 semaines de flottement où l'approvisionnement en vaccins était coup-ci, coup-ça, et où il devait répondre de ses contrats qu'il avait passés avec ses compagnies pharmaceutiques. Là, c'est en train de s'accélérer. Puis le fait que les vaccins rentrent beaucoup au pays va déposer sur les épaules des provinces la responsabilité d'injecter ces doses-là. Puis la question, à partir du moment où il y en a des millions qui rentrent de doses, est-ce que les provinces vont être capables de suivre le rythme et de vacciner les gens? Au Québec, en passant, c'est un chiffre peu connu, mais selon les dernières statistiques, il y a 400 000 personnes qui ont été vaccinées.
mais il y a 500 000 vaccins qui sont rentrés au Québec depuis le début de la campagne de vaccination. Donc, il y en a environ, j'arrondis les chiffres, là, mais ils ne dorment pas, les vaccins. Ils vont être vaccinés et tout ça, mais il y a quand même un écart entre le nombre de personnes vaccinées et le nombre de doses reçues. Alexis, à propos du soupir de soulagement que doit pousser Justin Trudeau là, depuis quelques jours, depuis que les cargaisons arrivent au pays, on me disait au gouvernement il y a quelques semaines, là, quelqu'un me disait, on est comme une voiture dans un lave-auto avec les fenêtres ouvertes en ce moment. Et tant et aussi longtemps que les vaccins n'arriveront pas, on va rester dans ce lave-auto. Là, je vous dirais que les fenêtres commencent à se refermer un petit peu de la voiture. Ça commence à aller mieux. Évidemment, il y avait d'autres défis là, qu'on a vus cette semaine avec, par exemple, l'arrivée à la frontière et toute la ligne téléphonique occupée pour réserver des hôtels. Ça n'a pas été si rondement que ça, mais je pense que la pression là, que ressentait le gouvernement, elle était beaucoup plus forte côté vaccination, parce que là, on ne parle pas de quelques milliers de voyageurs, on parle de toute la population canadienne qui attend ces vaccins-là. Bien voilà, une population qui a aussi peut-être senti un certain soulagement aujourd'hui, un début de quelque chose qui ressemblerait à de l'espoir. Mais rapidement, puis on avance, puis il y a d'autres avenues qu'on étudie. Par exemple, certains passeports vaccinaux, porte ouverte par M. Dubé. Entrouverte, je dirais peut-être, Sébastien, et un peu refermée aujourd'hui. Guidez-nous un peu, là. On loge où à Québec sur cette question? Nuancé, disons. Hier, M. Dubé a clairement répondu à une question d'un collègue journaliste qui lui demandait est-ce que vous étudiez la possibilité d'avoir un passeport vaccinal pour fréquenter des lieux publics. Puis je pense qu'il a cité restaurants, salles de spectacle et ainsi de suite. M. Dubé a dit oui. Puis ensuite, il est parti sur la technologie, c'est-à-dire que ma compréhension, c'est qu'au gouvernement du Québec, on veut absolument que les Québécois aient accès facilement, rapidement à leurs preuves de vaccination. Pourquoi? Parce que s'ils veulent voyager une fois vaccinés, à 2 doses, évidemment, là, pas juste à 1 dose, mais à 2 doses, certains pays pourraient leur demander cette preuve de vaccination. Donc, il faut que ce soit accessible facilement et rapidement. Ça, c'est la priorité en ce moment. Après ça, le gouvernement n'est pas encore là, mais il pourrait se poser cette question-là. Est-ce qu'on a besoin du passeport vaccinal pour rentrer dans un resto, dans une salle de cinéma, dans une salle de spectacle? Mais ce n'est pas la priorité ou la première préoccupation. La première préoccupation, c'est de pouvoir voyager, de sortir, puis de recommencer un semblant de vie normale. Alors, mais c'est comme si on va mettre les énergies pour que ce soit disponible sur le téléphone, la technologie soit au rendez-vous, pour que ce soit facilement accessible, puis on se posera d'autres questions plus tard. Alors, tout ça a eu des échos à Ottawa, bien entendu, Madeleine, et on a entendu une réponse que Sébastien qualifiait de molle, c'est ça? J'avais choisi l'épithète vague, ouais. Mais peut-être avez-vous un épithète, un adjectif à ajouter à tout ça? Moi, je dirais prudente. C'est extrêmement prudent. On a tout le spectre, hein? C'était prudent, et on dirait que Justin Trudeau s'achetait du temps d'une certaine façon en disant, bon, on va poser cette question-là aux experts. Il disait, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ce que j'entendais au gouvernement, moi, depuis quelques jours, quelques semaines déjà, c'est que les inconvénients sont quand même assez lourds. Premièrement, là, je regardais les statistiques, il n'y a pas 3 % de la population canadienne qui a été vaccinée pour le moment. Alors imaginez si on commence à imposer un passeport vaccinal pour créer 2 classes de citoyens, ceux qui ont le droit de faire certaines activités et ceux qui n'ont pas le droit. Il y a la classe de ceux qui n'auraient pas le droit de faire certaines activités serait beaucoup, beaucoup plus grande que celle à qui on permettrait certaines activités ou de voyager, ou etc. Donc, d'une part. D'autre part, ce qu'on m'indiquait, c'est que la vaccination au Canada, elle n'est pas obligatoire. Donc, on ne veut pas nécessairement créer par la porte d'en arrière ce qu'on ne veut pas afficher publiquement de façon très, très officielle. Deuxièmement. Mais en même temps, aujourd'hui, Justin Trudeau ne voulait pas se montrer catégorique non plus. Probablement en partie parce qu'il ne voulait pas non plus rentrer dans une petite guéguerre Québec-Ottawa. On essaie, je pense, d'être très prudent de ce côté-là, essayer d'éviter toute friction parce que ça va mieux côté vaccination quand on réussit à collaborer. Il y a un consensus sur les voyages. Vous savez, vous voulez aller en Asie, enfin, je pense que c'est encore comme ça. Moi, j'y suis allé il y a une dizaine d'années. On avait besoin de vaccins, là, et puis on avait besoin de preuves d'avoir eu ces vaccins-là. Donc, il y a un consensus international sur l'idée que parfois, pour entrer dans certains pays, ça prend des vaccins. Ce ne sera pas différent avec la COVID. La question litigieuse et qui fait débat, c'est, au-delà de ça, est-ce que ce passeport-là va être nécessaire pour
accéder à des lieux Exactement. publics. C'est ça la véritable question. Et pour ce qui est des voyages, on n'est pas non plus à prioriser les voyages en ce moment. Moi, ce que j'entends tout le temps, c'est ne voyagez pas, c'est pas le moment. C'est pas le mot d'ordre, hein? C'est un débat qu'on pourra avoir dans quelques semaines, quelques mois probablement. Très bien. On m'a écrit hier, M. Tremblay, Laurent Tremblay m'a écrit en me disant il faut que vous parliez au panel de ce qui est arrivé, de ce qu'on a su cette semaine, ces révélations sur Pierre Elliott Trudeau. Un petit extrait de ses communications diplomatiques, un télégramme, comme on disait à l'époque, 1976, et vous allez le voir à l'instant. Et c'est suite à la victoire du Parti québécois en 1976. L'idée serait de faire passer le taux de chômage provincial de 10 à 15 ou même 20 l'année prochaine, disait ou écrivait Thomas Sanders, ambassadeur américain à Ottawa, à ses collègues à Washington. Donc, une intention, semble-t-il, de Pierre Elliott Trudeau de saboter en quelque sorte l'économie québécoise. Je veux vous entendre là-dessus, les deux. Qu'est-ce que ça éveille en vous, ce genre de choses qu'on déterre tant d'années plus tard? Sébastien. Ça déterre le... Ça illustre à quel point, je pense, Pierre Elliott Trudeau était frustré par ce qui se passait au Québec avec l'élection du Parti québécois, à tel point qu'il a parlé de cette idée peut-être de faire mal à l'économie québécoise. Je pense pas qu'on peut mettre en doute le câble diplomatique, le télégramme diplomatique de l'ambassadeur, qui, quand il transmet ce genre d'informations-là, il s'assure d'avoir une information vérifiée, véritable, pour donner un aperçu de ce qui se passe au Québec à leur patron. Ce qui étonne, c'est que Pierre Elliott Trudeau ait voulu faire mal à l'économie en sollicitant des gens d'affaires, dont les démarrés de Power Corporation, pour arriver à ses fins. Ça ne s'est pas produit, par contre. Les démarrés, Power Corp disent on n'a pas transféré d'activité à l'extérieur du Québec et le taux de chômage n'a pas atteint 15-20 non plus. Alors, ça fait partie de la politique, mais ça nous en apprend peut-être un peu plus sur la personnalité de M. Trudeau à cette époque. Madeleine. Et ça nous apprend des pans de notre histoire. Moi, je trouve ça toujours intéressant. C'était aussi intéressant de constater qu'il y a des questions qui ont été posées à Justin Trudeau cette semaine là-dessus, sur cette histoire que ma collègue Elisabeth Thompson de CBC avait d'abord publiée. Et là, c'est toute une autre question. Est-ce qu'on peut faire porter le poids de chose qui se serait passée il y a 44 ans à un premier ministre actuel qui est le fils de Pierre Elliott Trudeau? Probablement pas. C'est probablement injuste d'aller de la sorte. Évidemment, Justin Trudeau porte le nom de son père. Ça lui a probablement donné certains avantages. Il a été davantage connu. Ça vient avec un bagage, évidemment, mais il faut aussi faire la part des choses et probablement que les électeurs vont la faire, cette part des choses. Très bien. C'est intéressant de vous entendre là-dessus. Je rappelle que la semaine prochaine, semaine de relâche à Québec, pause à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes, n'est-ce pas? Oui, chez nous aussi, relâche. Ça donne moins de temps pour étudier le projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Hein? Après un 4e report. Ouais. Et nous, on attend peut-être mardi la conférence de presse sur l'après-relâche. C'est vrai, avec de possibles restrictions comment on pourrait dire ça? Qu'on dessert, finalement. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Madeleine et Sébastien. Moi aussi, je suis fatigué. Besoin de sa semaine de relâche. Allez, au revoir. Posez-vous bien. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.